Et après, il y a 20 secondes, c'est ça? C'est bon. Donc, on est là? Ok, je crois que c'est parti. Je suis pas sûre. Salam alaikum à tous. Salam Salam alaikum, alaikum. Johanna. Alaikum salam. Oui, je suis là, Tu oui. me reçois? Euh, Ça coupe, non? Oula. Ça marche ou pas? Alors, excuse-moi, je crois que c'est ma connexion. Ça bug un petit peu. Comment vas-tu en cette période de confinement? Alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah, ça va bien. Alors, on est de nouveau en direct sur Permaculture Musulman pour donc accueillir aujourd'hui Johanna. Oui. Euh, Johanna qui est à l'initiative de la page Educamuse. Donc aujourd'hui on se reçoit dans le cadre de la RAMF, de l'espace écologie de la RAMF qu'on a essayé de recréer en ligne vu les circonstances. Donc, Johanna, c'est la quatrième année qu'on te compte, on va dire, parmi nous, même s'il y a eu des années où tu n'avais pas pu faire le déplacement. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, te présenter? Alors, je suis maman de 3 enfants et je suis investie maintenant depuis plus de 3 ans et demi, oui, comme c'est la quatrième année, dans la communauté pour essayer de faire avancer les prises de conscience sur l'importance de notre rapprochement à la nature. Mhm. Et par rapport à mon engagement est né de mon éducation en fait et de ma conversion bien sûr, mais de mon éducation que j'ai reçue par mes parents qui étaient des gens qui sont toujours des gens très proches de la nature et qui m'ont sensibilisée à l'importance d'être proche d'elle et de prendre soin d'elle. Ma maman a travaillé dans l'écologie. Elle était formatrice en environnement et donc elle formait les éco-conseillers, des éco-conseillers qui étaient des gens à l'époque, il y a 30 ans, qui allaient dans les instances pour sensibiliser les instances à cette importance de la conscience écologique. Et donc moi j'ai grandi dans ce milieu-là et en plus mes parents sont vosgiens. Et donc il y a à peu près maintenant 6 ans, je suis retournée vivre à la campagne avec mes enfants. Et de là est venu ce besoin de transmettre ou en tout cas de faire partager mes convictions parce que j'avais pris conscience, je m'étais rendu compte que la communauté était assez malheureusement assez loin de ces considérations-là. Et que je me suis dit, il faut absolument faire quelque chose. Voilà, on est dans notre foi. Quand tu Oui. dis loin, qu'est-ce que tu entends par loin? C'est-à-dire que je sentais que c'était déjà un sujet qui était très peu abordé dans les différents prêches que je pouvais entendre dans les mosquées ou ailleurs dans les réseaux. On parlait très peu de nature, de connexion à la nature, de rapprochement, de prendre soin de la nature, même si effectivement c'est quelque chose qui naît du bon sens et qui devrait être logique, somme toute, sauf que comme je suis revenue vivre à la campagne et que j'avais laissé des amis en ville, j'avais parfois des enfants, on m'envoyait les enfants pour qu'ils prennent l'air chez moi. Et c'est à ce moment-là que je prenais conscience, de me rendre compte à quel point ces enfants-là étaient très loin de la nature et que même pour arriver à les emmener se promener, il fallait que je les motive pendant plus d'1 heure. Et c'est de là que je me suis dit, oh là là, c'est pas possible, il y a une coupure dans la fitra en fait. Et c'est dangereux pour les générations futures. Il faut absolument que cette fitra de l'enfant perdure dans le Alors, temps. la fitra, moi je vais te reposer la question parce qu'en fonction des personnes, donc chacun a il y a une conception, on va dire, globale pour tout le monde et chacun a son approche. Qu'est-ce que tu entends par fitra pour qu'on explique à tout le monde? Il y a certains qui sont pas forcément familiers avec le mot. Pour moi, la fitra, c'est la propension à naturellement savoir ce qui est bon pour soi
Et le rapprochement à la nature en fait partie. Je pense qu'un enfant qui naît sait déjà ce qui est bon pour lui, l'exprime à sa manière, mais je me souviendrai toujours de j'avais eu ils vendent un interview sur Europe 1 ou RTL, je ne sais plus, enfin bref, où ils avaient interviewé des enfants qui étaient en ville. Et je me souviens c'est pour illustrer en fait, de cette petite fille qui pleurait. Elle pleurait tellement parce qu'elle disait les arbres me manquent, la nature me manque, j'ai envie de voir des moutons. Et elle en pleurait à chaudes larmes. Elle devait avoir 7-8 ans. Et j'ai trouvé ça, pour moi c'est ça la fitra. Voilà, c'est que les enfants ont cette prédisposition à savoir prendre soin de la nature et à savoir s'immerger dans la nature sans qu'il y ait des explications ou une éducation qui passe par les mots. Enfin, ça coule de source. Voilà. Pour moi, c'est ça. Une connexion directe à sa nature humaine, de prendre soin et de se trouver en connexion avec les éléments. Exactement, c'est ça. Et d'en prendre soin. Oui. Et donc, par rapport à donc tu me parlais de ton cheminement, donc que tu recevais les enfants chez toi, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu un déclic, tu as essayé de changer quelque chose, comment tu t'y es prise pour te mettre en route, on va dire, en transition Eh bien, en fait, déjà, j'avais grandi dans ce milieu un peu écolo. Mes parents faisaient toujours très attention à ce qu'on mangeait, manger bio, c'était une vraie conviction à la maison. Et en me mariant et en retournant, j'ai vécu aussi la transition de mes parents quand j'étais jeune, parce que mes parents, quand j'avais 13 ans, sont repartis aussi vivre à la campagne, en fait. Donc, j'ai vécu déjà cette transition avec mes parents, leur propre transition à eux. Et quand je suis repartie faire mes études en ville, je suis restée en ville, je me suis mariée en ville, j'ai eu mes enfants en ville. Et c'est là que tout le passé est remonté et que je me suis dit, oh là, c'est pas possible, moi j'ai grandi à la campagne. En tout cas toute mon adolescence, et je supporte pas de voir mes enfants jouer sur le béton et s'égratigner les genoux, ou être dans des parcs dans lesquels ils doivent attendre un quart d'heure pour qu'il y ait 30 gamins qui puissent faire une descente de toboggan. Je trouvais ça épouvantable, même en tant que parent. Et donc je suis retournée vivre à la campagne auprès de mes parents. Et de là, le temps que je m'installe, que moi-même j'opère des changements, parce que j'avais perdu certaines choses, certaines habitudes que j'avais eues avec mes parents. Et donc, j'ai opéré cette transition moi-même, personnellement, sur l'alimentation, sur comme je me suis comment dire ça, j'ai fait une recherche d'avoir une maison avec un terrain dans lequel je puisse faire du potager, avoir un compost. Enfin, j'ai mis en place certaines choses moi-même pour faire avancer ma propre transition, avoir une réflexion aussi sur les produits que j'utilisais. Et c'est comme ça qu'ensuite, une fois que j'ai atteint un certain niveau de transition, je me suis dit, maintenant, il faut peut-être en parler, il faut peut-être sensibiliser, parce que comme je suis à la campagne, quelque part, j'ai peut-être une légitimité à en parler, un peu plus importante que si j'étais dans un HLM où j'étais entourée de béton en ville. Et en fait, ce qui a été la première chose qui m'a menée, c'est surtout le fait d'être un pont. En étant convertie depuis maintenant 20 ans, j'ai toujours eu l'impression d'avoir quitté un peu mon monde et d'avoir pas totalement intégré le monde des musulmans de naissance, en fait, quelque part, et d'avoir l'impression d'être toujours entre deux mondes. Et je me suis dit, il faut que je fasse des vases communicants entre ces deux mondes, et je me suis toujours vue comme un pont. Et donc, les premières choses que j'ai faites, déjà, j'ai découvert le concept de permaculture, parce que c'est un ami un jour qui m'a dit, il faut absolument que tu t'intéresses à ce concept. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. Et je me suis mis à chercher. Et en plus, c'était un musulman. Donc, je me suis dit, il faut que je m'intéresse à ce concept-là. Et c'est comme ça que j'ai pour la première fois, approché le réseau de Chemsi et de sa page. Et que j'ai rencontré plein de gens. Et j'ai voulu comprendre quel était ce réseau. Il était composé de quelles personnes, et donc c'est comme ça que je me suis intéressée à
une espèce de faire du réseautage un peu. Voilà, c'est ça mon but, c'est d'essayer de recenser un peu des personnes. Voilà, faire du réseautage, faire du recensement. Plus qu'un pont, en fait, c'est carrément le pont et la réseau de champignons sous les mycorhizes. Oui, c'est ça, c'est un peu ça, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées par ce sujet dans la communauté, mais qu'ils étaient tous à des endroits et très éparses dans la France et même dans le monde, puis jusqu'à Joe Flotton en Australie, et que il fallait créer des liens entre ces personnes-là, parce que je pense profondément que tout seul c'est très compliqué et qu'il faut créer des liens. Il faut qu'on ait des personnes qui ont une même démarche, qui ont une même conviction et qui ont envie d'avancer ensemble, même si on peut avoir des avis différents sur certaines choses. Mais il y avait un besoin de rassembler, autant de faire le pont, mais de créer des liens. Voilà. Et j'aimais beaucoup faire ça et j'ai fait ça pendant mes premiers temps. C'est comme ça que j'ai créé ma page. Alors, j'ai quelques... Je t'ai pas entendu. Excuse-moi, je crois que c'est ma connexion. Je suis désolée aujourd'hui, c'est pas terrible. Pas de souci. J'ai des petites questions là. Il y a alors, on te demande. On me demande. Bismillah. J'ai pas entendu. Je ne t'entends pas, Florence. Là, je t'entends. Oui, là, je t'entends. Ok, super. Alors, donc oui, je te demandais, est-ce que tu penses qu'il faut attendre à avoir une certaine légitimité, donc une certaine expérience, pour venir sensibiliser les autres, donc s'engager à sensibiliser les autres? C'est une grande question que je me pose encore parfois. Ça démarre fort, elles sont compliquées les questions d'entrée. Je ne te dis pas qui l'a posée. C'est une question qui m'a été posée ou c'est toi qui me la poses? Non, c'est une question. D'accord. Qui a été posée, mais je te dis pas qui l'a posée. Je pense que comment dire ça? Je pense de plus en plus, pour répondre à cette question-là, qu'il faut parler de soi. Si on parle de soi, on a toujours la légitimité de ce qu'on ressent et de ce qu'on vit. Et d'ailleurs, je pense que c'est vraiment l'avenir des interrelations entre les personnes, c'est de partir de soi. Le modèle du tout sachant, pour moi, est un modèle qui tend à perdre de sa légitimité, justement. Alors que quand on parle de soi et quand on parle de nos ressentis, on parle de ce qu'on a vécu et ça, personne ne peut le remettre en question. Quelque part, forcément, c'est légitime. Après, il faut dépasser les barrières d'arriver à parler de soi. Et ça, j'avoue que parfois, j'ai des appréhensions à parler de moi parce que je n'aime pas trop parler trop de ma vie et donc il faut arriver à trouver un juste milieu entre mon expérience permet d'illustrer les convictions que je veux transmettre et que ça n'aille pas au-delà. En fait, c'est pas là pour servir le déballage de mon ego, c'est pas du tout ça. C'est juste dire voilà, moi j'ai vécu ça, j'ai ressenti ça. Ensuite après, tu prends ce qui te parle. Et puis, tu laisses ce qui te parle pas et tu en fais ce que tu veux aussi après. Voilà, la liberté. Avec ce qu'on a vécu déjà au niveau du cheminement et puis pouvoir revenir dessus, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que tu avais une activité professionnelle pour faire cette transition quand tu es partie à la campagne? Comment ça s'est passé au niveau financier? Au niveau financier, alors, il y a plusieurs questions. Au niveau financier, je suppose que c'était dans un but de savoir est-ce qu'il y avait une aide financière donc c'est Dali qui me pose cette question. Il te demande si tu avais une activité professionnelle pendant cette transition. Non, alors
Mon métier, à la base, c'est auxiliaire de puériculture. Et quand je suis retournée vivre dans la campagne, c'est à l'occasion aussi d'une séparation. Donc forcément, voilà, ça a été... mais c'était quelque chose que je souhaitais depuis des années, en fait, retourner vivre à la campagne. Et ça a été l'occasion pour que j'y aille et que j'y reste. Voilà. Et d'un point de vue financier, non, je suis femme seule avec mes enfants. Et c'est vrai que d'un point de vue financier, c'est pas forcément facile tous les jours. Par contre, ce que je peux dire, c'est que la vie à la campagne est bien moins chère qu'en ville. Et donc, en vivant à la campagne, mes besoins, les besoins que j'observais avant en étant en ville, se sont grandement réduits. Parce qu'en ville, on est tenté. En ville, on s'ennuie, donc on prend ses mioches sous le bras et on va au supermarché acheter des choses qu'on n'a pas forcément besoin ou dans des galeries commerciales parce qu'il y a que là qu'il faut aller. Enfin, en tout cas, quand on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire d'autre et que les tentations sont quand même là. Il ne faut pas le nier. Alors que là, moi, en étant à la campagne, il y a mes besoins en matériel, j'entends, se sont réduits considérablement. Et en plus, comme je suis proche de mes parents, forcément, il y a aussi cette entraide liée à la famille. C'est-à-dire que j'ai besoin de quelque chose, je ne vais pas forcément aller l'acheter. Je vais aller, si j'ai besoin de ma grelinette pour aller dans mon jardin, c'est le cas en ce moment, on n'arrête pas de se la passer. Quand mon père a fini de planter ses patates, il me refile sa grelinette et puis je n'ai pas besoin d'en avoir une deuxième. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là qui fait que ça fait aussi baisser les besoins. Et on peut tout à fait comprendre finalement parce que en ce moment, dans ces périodes de confinement, on se rend compte que naturel est beaucoup moins des supermarchés et autres quand on trouve le moyen de rester un petit peu en autonomie. Puis moi, je me rends compte vraiment que là, au niveau du confinement, je souffre pas du tout matériellement en fait. Il y a un petit peu de vent dans le micro, je sais pas si tu peux. Là, c'est mieux. C'est mieux comme ça. C'est vrai, il y a du vent. Je voulais absolument être dehors pour vous envoyer un peu d'air pur, mais le temps est pas forcément adéquat. Mais bon. Oui, non, d'un point de vue matériel, moi, je souffre absolument pas matériellement. Là, en étant à la campagne, j'ai besoin d'œufs. Je vais chez le fermier, là, 2 kilomètres. Je prends pleinement la mesure aussi, parce que je continue ma transition. Et donc, là, je travaille encore sur ma transition et je vais vers le local, chose que je faisais un peu moins, je faisais pour certaines choses. Mais là, du fait du confinement, j'ai absolument pas du tout envie d'aller au supermarché, donc je n'y ai pas été depuis plus d'un mois. Et comme on a une mairie ici, une municipalité qui est à fond pour les artisans et les locaux et les producteurs locaux, et bien en fait, je me suis organisée pour aller chercher les œufs là à la ferme, je dis à 2 kilomètres, le lait de l'autre côté là-bas. Enfin voilà, je me suis organisée pour réellement faire vivre les producteurs locaux et j'espère pouvoir continuer. Et d'ailleurs, je pense que je vais continuer comme ça après le confinement. Donc, ça m'aura apporté ça. Voilà. J'aurais aussi avancé encore sur ma transition. Donc là, j'ai une question qui te concerne vraiment toi, et après peut-être qu'on pourra aller plus vers les projets que tu as initiés, oui. Ou dont tu as pris part. Où je participe, oui. Voilà. Alors, retour vers la terre, je te demande, qu'est-ce que la permaculture t'a apporté dans ta foi, dans ta fitra, dans ton rapport à Dieu et ton rapport au monde? Donc, qu'est-ce que ça a vraiment changé? Alors déjà, est-ce que tu peux nous définir la permaculture pour toi? Parce que voilà, je pense que c'était un petit... pour moi, la permaculture, comme j'ai compris le concept, c'est c'est un concept qui permet de régir quelque part, ou en tout cas de mettre en avant toutes les interactions et les interrelations entre les êtres vivants sur Terre, et qui permet de justement s'inspirer de ces systèmes, on appelle des écosystèmes,
autant vivants, naturels et végétaux que des écosystèmes humains, parce que moi, c'est ce concept-là, je l'ai vraiment pris sous ce prisme-là. Quand j'ai fait mon initiation en permaculture, on était une dizaine, et avec une formatrice qui est une femme en plus, puisque il y en a très peu dans la communauté des permaculteurs. Il y a très peu de formatrices femmes, et non, je trouvais ça super. Elle habite à 10 minutes de chez moi, c'est extra. Et quand on était à peu près une dizaine, et tous les gens étaient là pour faire le design de leur jardin, chose que moi, pas du tout, ça m'intéressait pas pour l'instant, j'étais pas du tout à ce niveau-là. Et tout ce qu'elle disait, je le transposais à l'humain. C'est-à-dire quand elle parlait de la sociologie des plantes, par exemple, je transposais aux êtres humains et toutes les interrelations qu'il y a entre les êtres humains. Et c'est comme ça que j'ai découvert le concept, en fait, que le concept m'a parlé. Parce qu'il m'a parlé comme l'inspiration de la nature, pas forcément que pour l'autosuffisance, même si, effectivement, c'est très important et c'est souvent comme ça, c'est la première approche qu'on a. Mais comme j'étais pas dans ces questionnements-là, je l'ai pris vraiment pour réorganiser l'humain. Voilà, réorganiser les relations entre les êtres humains. Et ça a été une vraie révélation de bon sens, parce que l'humain a toujours été, les relations humaines ont toujours été quelque chose qui m'a intéressée. Mon père était dans le management, ma mère était formatrice pour adultes, et donc j'ai baigné en fait dans ces discussions-là où on parle toujours de l'humain et des relations compliquées entre les êtres humains. Et c'est toujours un sujet qui m'a intéressée. Et donc pour moi, la permaculture donnait du sens. Donner du sens à tout ce que nous avons à réapprendre en fait pour sortir de l'individualisme et dans lequel on est complètement prisonnier et qui justement biaise toutes les relations qu'on a avec les autres et qui en fait, à mon avis, une grande source de souffrance pour les êtres humains. C'est cet éloignement des autres et qu'on ne sait même plus être avec les autres. Et pour moi, la permaculture est une des solutions, c'est-à-dire réapprendre à faire avec les autres ensemble de manière résiliente et de manière bienveillante. Donc la permaculture, pour répondre à la question de Lucas, c'était vraiment ça a ancré encore plus le bon sens déjà et le sens de la vie que déjà l'islam m'avait redonné, parce que l'islam a été vraiment le moyen par lequel j'ai trouvé sens à la vie. Et la permaculture me donne les moyens maintenant pour avancer. Voilà. Même si l'islam, bien sûr, donne les moyens, mais c'est vraiment un concept pour moi qui est actuel dans la situation dans laquelle on est maintenant. En fait, voilà. On peut dire que c'est un principe éducatif, la permaculture ? Ou sur lequel baser une éducation ? En fait, c'est l'éducation, pour moi, dans l'inconscient collectif et culturel, c'est comme s'il y a une page blanche et alors il faut qu'on écrive et qu'on éduque. Voilà. Je vois pas les choses comme ça, moi. Je pense que, même quand on parlait de fitra tout à l'heure, je pense que le bon sens, on l'a au départ. Et que malheureusement, c'est justement parfois l'éducation des adultes qui biaise et qui vient contrer ce bon sens qu'on a déjà de manière innée. On a déjà plein de choses. Il y a tout dans l'être humain. Il y a une richesse fantastique, un potentiel qui demande juste à s'exprimer. Et je pense réellement qu'on a déjà beaucoup de choses en nous, énormément de choses. On a énormément de choses à apporter aux autres. Et donc l'éducation, c'est pas un mot qui me parle énormément, en fait, vraiment. Je pense plus à réapprendre à voir au fond de soi ce qui fait sens et de cheminer vers ça. Voilà. Se réapproprier notre propre potentiel et prendre confiance dans le fait qu'on a une richesse en nous, qu'on doit la partager entre nous. Donc cheminer, ça correspondrait plus à la manière bienveillante d'approcher ce que l'on comprend nous maintenant en termes d'éducation, quoi. Ouais, je pense qu'on a d'enfants, d'adultes, on se réforme tous à un moment donné. De toute façon, on est tout le temps en apprentissage.
Même, je vais au-delà. Je pense que pour côtoyer des enfants dans les projets dans lesquels j'agis, parfois, c'est même, on doit les observer eux. On doit apprendre d'eux parce que les enfants font des choses de manière instinctive que nous, on a vraiment perdu on a perdu de nos certaines capacités de bon sens et de discernement parce qu'on est conditionné. Et que ce conditionnement nous fait perdre la connexion avec la nature. On est coupé de ça par nos conditionnements intellectuels. Et les enfants, eux, quand ils sont encore connectés et qu'ils se battent pour le rester, malgré l'influence du conformisme des adultes, eh bien, ils savent très bien faire les choses. Et donc, il faut parfois observer les enfants. Je pense qu'ils peuvent être nos modèles sur certaines choses, certains plans. Et je vois souvent mes enfants sont parfois très rebelles et ça me met toujours la puce à l'oreille en me disant mais pourquoi ils sont tellement rebelles? Peut-être que c'est lui qui a raison en fait, parce que c'est comme ça, il le sent, il l'explique pas, mais il le sent, c'est comme ça. Et moi, je veux derrière lui imposer ma vision des choses et j'ai un enfant particulièrement qui est comme ça et qui me travaille beaucoup. En parlant de tes enfants, moi, il y avait une question qui m'intéressait et bon, auquel Amine a un petit peu répondu, mais là, j'ai une question aussi ça en donc reçoivent le fait que tu leur fais manger sainement. Ne te réclament-ils pas parfois des aliments, disons, plus éloignés de tes valeurs? Alors, c'est un peu coupé, alors je suis désolée. Alors, comment tes enfants perçoivent le fait que tu leur fais manger sainement? Est-ce qu'ils te réclament parfois des nourritures spécifiques éloignées? C'est compliqué. Ah. Là, je suis là. Tu m'entends? Ah, c'est bon. Okay, ouais. Super. Donc, la question, c'est comment prennent mes enfants le fait que je leur fasse manger sainement? C'est ça? Ouais, est-ce que des fois, forcément, hein, quand on est jeune, on a envie de manger de la nourriture un petit peu plus... Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce que mes enfants aussi, surtout pour les garçons, ont vécu la vie d'avant où j'étais un peu moins sensibilisée à ça, où je faisais moins d'efforts. Et donc, il a fallu, le jour où je leur ai dit, bon, bah, on mange plus de viande. Catastrophe. parce que j'ai décidé de manger plus de viande, pas parce que, par condition, parce qu'il faut plus manger de viande. C'était pas ça. C'était qu'ici, les fournisseurs de viande étaient pas forcément de la viande de très bonne qualité. Et donc, j'ai souhaité qu'on décélère à ce niveau-là. Ça a été assez difficile pour mes garçons. J'en ai entendu parler pendant 2 ans. Et je lâche de nouveau, là, avec le confinement. On s'est remis à acheter un petit peu de viande. Mais oui, c'est parfois compliqué. Oui, puis je pense en plus quand on est investi comme je le suis, les enfants parfois font un espèce de petit rejet. Je suis pas la seule, je pense à vivre ça. Mais par exemple, les scouts, j'ai un de mes fils, les scouts, il veut plus trop en entendre parler de temps en temps, même si j'arrive quand même à le ramener dans les camps. Mais il y a une espèce de réaction comme ça. Mais je sais qu'ils y reviendront. Voilà, c'est pas très grave. Alors, les scouts, on va en parler un petit peu parce que ça fait partie de ton parcours. Donc, tu as créé la page Éducamuse Nature il y a quelques années. Ouais, il y a 3 ans. Ok. Ça faisait partie d'un projet spécifique? La page Éducamuse Nature, non. C'était une volonté de transmettre, de partager, de créer quelque chose qui était pour, pareil, aller chercher les informations, tout ce que je trouvais qui était en dehors de la communauté et de les ramener et de les transmettre, en fait, de les partager à la communauté, puisque j'avais un réseau musulman, en fait, dans mes amis Facebook. Et donc, je me suis dit, faut créer des ponts, quoi, entre le mouvement Colibri, les reporters, enfin, le réseau écolo, bio. De ramener ces infos-là dans un réseau musulman qui ne parle quasiment jamais de tout ça. Et c'est donc, voilà. Oui. Et ensuite, après ça, donc
tu m'as dit qu'il y avait 2 groupes que tu as commencé. Donc, il y a eu l'îlot des Combes qu'on a reçu. J'ai pendant quelques temps rencontré plusieurs personnes, dont Jean-Philippe et d'autres personnes qui étaient déjà dans ces questionnements-là, et Abdelali Bagheza. Et en fait, je me suis dit, la première chose que je veux faire, c'est mettre les mains dans la pâte, quoi, et être dans le concret, parce que c'est dans le concret que je vais être face à mes propres limites à moi, et puis en même temps, ça va continuer à faire mon cheminement et ma propre transition, et en même temps, je peux, c'est comme ça que je vais observer, voilà. Et donc, ces 2 projets que sont l'îlot des Combes et les scouts permaculteurs de France sont 2 projets qui sont arrivés dans ma vie à peu près au même moment, et je me suis investie dans les 2 à peu près en mi-2017. Et à l'îlot des Combes, j'ai été coordinatrice de la communication et investie pendant plus de 2 ans. Et chez les scouts, Abdelali m'a proposé donc d'être coordinatrice du centre national, parce que les scouts, pour moi, c'était fallait que je sois dans ce projet. C'était pas possible de pas y être. J'ai été scout moi-même quand j'étais jeune, donc. Alors, raconte-nous un petit peu le côté, alors le cheminement. Je vais plus employer le mot éducation. Le cheminement qu'il peut y avoir dans les scouts qui forment, on va dire, au niveau de la vie et qui est en totale adéquation. Enfin, ça, c'est mon avis personnel avec nos valeurs religieuses, qui forment aussi beaucoup sur tout ce qui est terbiya, etc. Et qui va justement se développer par lui-même, qui va le faire appartenir à des groupes un petit peu en dehors de la maison, etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Quels sont tes conseils pour les parents aussi? Le scoutisme, c'est le concept par excellence pour moi de l'autonomie de l'enfant. Voilà. C'est un concept qui permet à l'enfant d'acquérir une autonomie, de se détacher de son cocon familial, tout en y restant, et qui permet de développer autant son autonomie individuelle que également ses aptitudes relationnelles avec ses co-religionnaires, ses co-scouts. Et c'est une vraie formation de l'enfant qui apprend à faire par lui-même, à apprendre la valorisation de son travail et de la part qu'il fait dans le groupe, puisque le fonctionnement des scouts fait qu'ils sont organisés en unité, en équipe, avec une hiérarchie, avec des chefs, donc ils apprennent cette notion de gouvernance aussi. Et pour moi, c'est une vraie formation, réellement. Et ça, moi, je l'ai vécu dans l'intérieur parce que j'ai été scout au Scout et Guide de France, mon frère aussi, mais mes parents font partie d'une génération où le scoutisme, ça faisait partie de la vie familiale, en fait. Les enfants allaient tous au scoutisme, où ils allaient au catéchisme, ce qui ressemble à peu près à la même chose, même s'il y a des choses différentes, mais il y a tout c'est pas un formatage, mais en fait, c'est un apprentissage à savoir vivre ensemble et être avec les autres, apprendre qu'il y a l'importance du collectif qui passe avant l'importance du personnel. Voilà. Donc, le bien commun et le bien du groupe. Et pour moi, le scoutisme vraiment allié avec la permaculture, c'est un mélange qui fonctionne très bien. Et Abdelali a eu la vivacité d'esprit d'allier les 2 concepts quand il a eu connaissance de la permaculture, parce que la permaculture, c'est l'autosuffisance, c'est apprendre à faire avec le vivant, et le scout, son milieu de prédilection, c'est la forêt, c'est l'environnement dans lequel il évolue. C'est les matériaux qu'il cherche pour fabriquer des meubles et fabriquer des tabourets et des tables, c'est la forêt. Donc c'est le même milieu, le même environnement, et ces 2 concepts fonctionnent à merveille. Voilà. Donc c'était un projet, quand j'ai eu connaissance de ce projet, moi c'était indispensable d'y être, parce que ça me renvoyait aussi à tous mes apprentissages que j'ai eus quand j'étais petite. Ça a parlé à Nafitra.
Ah ouais, puis scout un jour, scout toujours, sérieux. Donc bon, voilà, il y avait pas. Et pourtant, en plus, ça m'a fait retourner à l'école, parce que j'ai dû passer mon BAFD il y a maintenant presque pour pouvoir diriger les camps. Chose que je me suis retrouvée avec plein de petits jeunes de 17 ans qui passaient, ou de 18 ans qui passaient leur BAFD, ou de 19. Donc ça m'a fait bizarre, mais c'était nécessaire, c'était une super formation. Est-ce que tu te rappelles de certaines périodes qui ont été difficiles quand toi-même tu étais scout? Parce qu'en fait, concrètement, ce que j'entends aussi derrière la question de comment tes enfants le vivent, etc., c'est aussi toute la question des parents qui n'osent pas, en fait, déconnecter leur enfant d'un système hyper capitaliste ambiant ou consumériste, pardon. Dans les collèges et lycées, etc., on le sent, ça fait partie aussi. Il faut avoir la nouvelle paire de baskets, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Comment petit à petit les déconnecter sans pour autant totalement soit partir à la campagne, mais comment est-ce qu'on entame cette transition? Comment est-ce qu'on leur fait vivre tout ça? Je pense que dans nos expériences aussi à nous, il y a des petites pistes. Par exemple, moi je me rappelle que j'aimais pas forcément aller au musée, mais le fait d'avoir été au musée maintenant, ça me fait apprécier le fait d'aller au musée maintenant. Est-ce que ça a été pareil pour le scoutisme? Qu'est-ce que tu conseilles pour les parents pour entamer cette détox petit à petit vers une transition? Je pense que les parents gagneraient à avoir des convictions fortes, et que parfois il faut passer au-delà de ce que l'enfant souhaite. Parce que si les enfants, comment dire ça, quand les enfants sont conditionnés par le système extérieur, comme ce que tu disais, avoir les dernières baskets et être à la mode et rien faire avec son téléphone. Si les parents ont des convictions de vouloir le bien de leurs enfants, parfois il faut passer par le fait d'aller au-delà de ce que les enfants veulent et de vouloir le bien au-delà d'eux, malgré eux. Et je sais que d'expérience, moi aussi, et mes parents m'ont mis au scoutisme, je ne savais même pas trop ce que c'était. Et le collectif comme ça, c'était les premières années, c'était compliqué. Et donc, maintenant, j'en garde des souvenirs fantastiques, quoi. Et le premier camp dans lequel ils m'ont mis, j'avais pas du tout envie de les quitter. Et, c'était très très difficile. J'étais en plus au tout début avec des enfants que je ne connaissais pas. Je venais d'atterrir dans la section, et enfin voilà. Et pourtant, j'ai des souvenirs de ce camp-là, génial. Et d'ailleurs, on le voit dans nos camps, des fois les enfants arrivent, ils savent pas, quand c'est les débuts, les premiers camps, ils savent pas, ils sont pas à l'aise, ils sont un peu impressionnés par les chefs et les cheftaines qui sont là, qui leur disent allez, faut aller là, 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 là. Et puis à la fin, ils me disent bah ouais, il faut déjà repartir, mais non, c'est pas possible, il faut pas qu'on parte demain. Et le dernier jour, c'est des larmes, ils n'arrivent pas à les quitter, même nous, on n'arrive pas à les quitter. Donc il faut passer un certain stade. Des fois, on voit les deuxième jours où les enfants se relâchent, notamment dans les camps. Il y a une espèce de relâchement comme ça, où ils sont coupés, ils sentent bien qu'il y a une différence par rapport à leur vie de tous les jours. Et passer ces 2 premiers jours-là, le troisième, ils embrayent, ils sont à fond dedans, hein, ils suivent les chefs droit en face. Ce qui est intéressant, c'est le cadre que ça propose, en fait, parce que c'est extrêmement structuré par rapport à la société dans laquelle on est, où tout à fait. on a tendance à avoir des cadres d'autorité représentée qui s'écroulent un petit peu aussi avec le système démocratique, et du coup, on les remet dans un cadre hyper structuré, ce qui souvent rassure beaucoup les enfants, et ils vont se sentir rassurés, alors choqués au début, se sentir rassurés, et après peut-être aller dans... vu qu'ils se sentent rassurés, ils vont explorer, quoi. Ça y est, ils vont... Donc, comme ça, tu penses que ça vient étayer... Ce qui est bien avec le mouvement scout, c'est que la culture scout, enfin en tout cas les habitudes des scouts, c'est beaucoup de rituels en fait, et des rituels collectifs. C'est-à-dire, on fait le rassemblement le matin avec les chefs devant, et donc il y a une hiérarchie qui est aussi posée, qu'ils ont parfois du mal à accepter dans les premiers jours. Et il y a le mot discipline qui arrive dans ma bouche, parce que effectivement, ce mot il est très décrié dans la société de maintenant, la discipline. C'est quelque chose que les parents n'aiment pas entendre. Sauf que j'en parlais justement avec
un frère il y a quelques jours, la discipline, quand on le prend de manière positive, c'est indispensable. Il faut qu'il y ait une structure, en fait. Et comme tu disais judicieusement, les enfants ont absolument besoin de cette structure-là. Mais c'est une structure qui doit être bienveillante. Et les enfants sont aussi dans cet apprentissage de la discipline. Ils sont dans l'apprentissage de la structure, parce que je pense toujours à, il y a des petits chefs, on forme des unités de 6 enfants à chaque fois où ils fonctionnent comme un groupe, en fait. Et dans cette structure de 6 enfants, il y en a un qu'on nomme chef. Et dans le premier jour, ils veulent toujours être le chef, donc ça crée parfois des petits conflits. Et ils vivent ce temps de chef, pour ceux qui ont été nommés, parfois de manière assez différente les uns les autres. Et je me souviens qu'au dernier camp, il y a un des petits chefs comme ça qui est venu vers moi en pleurant à la fin du camp. Il m'a dit: mais j'étais pas fait pour être chef, c'est pas mon truc. Le prochain camp, je serai pas chef parce que je suis pas encore prêt. Et j'ai trouvé ça extra. Parce que je me suis dit, voilà, il s'est auto-analysé, il s'est rendu compte qu'il n'était pas encore prêt pour ça et que c'était pas encore son truc et que au prochain camp, il serait pas chef parce que c'est une trop grande responsabilité puis qu'il n'en a pas encore les épaules pour bien la gérer. Et voilà, il y a une autorégulation et je vous assure que je n'ai rien fait pour que cet enfant m'exprime ça. Très, très peu de choses. J'étais juste là comme une oreille pour entendre ça. Mais j'ai trouvé ça extra parce que je me suis dit, voilà, il s'est rendu compte par lui-même. Et il a trouvé la solution par lui-même. Il s'est dit, au prochain camp, je serai juste en observation. Voilà, je vais laisser faire les autres. Les autres, je vais les laisser devenir des chefs parce qu'ils vont voir que c'est pas facile. L'apprentissage par l'expérience. Ah ouais, pleinement. Ah oui, pleinement. Comme tu l'as dit, une oreille, je pense que c'est justement cette oreille qui permet aussi à l'enfant de se laisser aller sans avoir quelque chose de trop frontal ou de trop réactionnaire chez un parent. Puis il y a un mouvement de groupe aussi. Je pense souvent à la question du ménage ou enfin de l'aide, de l'entraide. Dans un camp, les enfants mettent la main à la pâte, hein, ils donnent un coup de main et il y a des services et c'est organisé. Et souvent les parents après le camp nous font des retours en nous disant: mais c'est dingue, pendant une semaine il a fait le ménage, il a mis la table, je lui ai rien demandé, parce que l'effet de groupe fait que comme ils voient les autres faire, et notamment les grands, il y a des choses comme ça qui passent sans qu'on ait à le dire parce que les grands sont des modèles pour les petits et que les petits prennent le pli de faire comme les autres et d'apprendre. Et c'est ça aussi, c'est du lien intergénérationnel, hein, c'est ce qui nous manque terriblement. Et donc ça fait des miracles aussi, oui. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux parents alors parce qu'on comprend quand même les générations d'avant, les générations de maintenant et les futures vont changer un petit peu avec la société. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux parents qui ont vraiment des craintes à laisser partir leur enfant en colonie de vacances ou autre? Moi, je sais que j'en ai fait beaucoup des colonies de vacances. Alors, c'était pas des colonies musulmanes parce que j'étais pas musulmane, mais c'est ce qui a fait que j'ai pu m'ouvrir autant. Et voilà, mes parents m'ont envoyé en colonie de vacances tous les ans. Et je comprends maintenant un petit peu quand même la crainte des parents qui laisseraient leur enfant maintenant aller en colonie de vacances. Mais d'un autre côté, c'est tellement enrichissant. Comment est-ce qu'on peut se délester un petit peu de ses peurs pour pouvoir laisser l'enfant venir un peu évoluer même, quoi. Il y a après ces constats-là, on a voulu créer ce qu'on appelle les séjours famille autonomes qui permettent ça, qui permettent de faciliter cette approche, ce lâcher prise des parents, puisque c'est venu d'un constat du fait que déjà en premier lieu, quand on avait les enfants en scoutisme et en camp, s'il n'y avait pas un suivi ensuite après à la maison, enfin en tout cas un relais d'un point de vue des notions qu'on leur apprenait, les enfants lâchaient. C'est pas en un camp de 9 ou 10 jours qu'ils pouvaient révolutionner ensuite toute la famille derrière. Donc il y a une volonté aussi d'intégrer les parents dans la dynamique. Et la deuxième chose, qui n'en des moindres, c'était justement de permettre aux parents de venir sur un lieu et de laisser les enfants aller en camp découverte pendant une semaine. Et nous, on s'occupait à ce moment-là des parents. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée des séjours famille autonomes, qui sont maintenant qu'on fait une fois par an, où on prend les parents en gîte. Donc ce sont des vacances, mais
sans être trop des vacances farniente où on fait rien. Ce sont des vacances où il y a beaucoup d'ateliers pédagogiques qui sont proposés, où les parents réapprennent les savoir-faire anciens et se reconnectent justement à tout ce qu'on faisait auparavant dans les habitudes d'autonomie. Et c'est vraiment repenser notre autonomie personnelle et familiale. Et à côté de cela, les enfants sont pris en camp découverte, en camp scout, avec nos chefs et cheftaines du mouvement des scouts permaculteurs. Et donc, c'est sur un lieu qui est pas loin des parents. Donc, ça permet aux parents de se dire, on n'est pas loin, eux, ils sont pas loin de nous. Et en même temps, ils découvrent le scoutisme, quoi. Voilà. Donc, c'est ça aussi la transition, c'est créer aussi des moyens petit à petit pour les parents, aussi bien pour les parents que pour les enfants, de pouvoir venir prendre part à leur autonomie sans venir trop bousculer non plus leur quotidien. Tout à fait. Et en plus, c'est apprendre aussi, enfin, c'est d'ailleurs, on l'observe, mais c'est très difficile pour les parents de même les laisser aller à quelques mètres tout seuls. On a des fois des parents qui se carapatent pour aller voir leurs enfants en douce. mais c'est souvent d'ailleurs même les parents qui sont plus à même, enfin, qu'on a plus de mal à regarder près de nous. Mais pour les enfants, c'est fantastique, c'est une découverte. Et c'est comme, après, souvent, d'ailleurs, ces enfants-là à qui ça a plu, on les retrouve dans nos camps, les camps purs, là, cette fois, du mouvement. Alors là, j'ai une question de Racine et moi. Donc, Racine et moi, c'est une école, une future école, il y en a, que Dieu leur facilite, qui souhaite reconnecter justement l'enfant et la nature. N'hésitez pas à aller sur leur page et découvrir leur projet. Donc, la question, c'est comment faire pour que cette dynamique d'autonomie, de confiance en soi et au groupe perdure après le camp. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, nous, en tant que parents, après le camp, pour venir soutenir en fait cette autonomie? Là, on ouvre la question de tout ce qui est la transition familiale. Personnellement, je pense que la transition doit se faire dans une optique familiale. D'abord, peut-être un personnel, effectivement, sur des réflexions par rapport à soi. Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Et là, on peut faire le parallèle avec la foi. Puisque nous sommes des vicaires sur Terre. Donc, ça renvoie à toute cette question de réapprendre le bon sens. Ça renvoie au potentiel dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, la transition écologique, plus d'un point de vue concret, je pense réellement qu'elle doit se faire dans le cadre familial. Pour qu'elle se passe de la meilleure des façons, il faut que tous les membres d'une famille soient convaincus ensemble qu'il faut avancer vers une transition, avancer vers des changements de mode de vie, des habitudes de consommation. Et donc, là, on ouvre réellement cette porte-là. Je pense que des parents qui sont dans cette dynamique d'autonomie, forcément, vont aussi réfléchir à leur propre autonomie à eux, et à avoir une réflexion sur leur mode de vie et leur mode de consommation. Et comment faire? Eh bien, on a tout à disposition. Moi, je n'ai pas prétention à donner des solutions toutes faites. D'ailleurs, je m'y refuse parce que je pense que les portes de la transition sont multiples et que elles, comment dire ça? Je me plais à dire souvent elles me font penser aux différentes portes du paradis par lesquelles on peut rentrer. Et je pense que la transition, c'est vraiment ça. Chacun va rentrer par ce qui le touche. Et il y a des personnes, ça va être la santé, d'autres, ça va être l'alimentation, d'autres, ça va être les énergies, d'autres, ça va être une volonté d'aller vivre en dehors des villes. Enfin, il y a plusieurs portes aux transitions et il y en a d'autres, ça va être parce qu'ils ne se plaisent plus dans le travail qu'ils font. Et je pense que chacun doit faire un état de prise de conscience de ses propres besoins et que c'est par ses propres besoins, se reconnecter avec nos besoins, pas les besoins que le capitalisme veut nous imposer, mais nos propres besoins personnels, qu'on arrivera à trouver comment je veux faire des évolutions dans ma vie de famille, ma vie avec les autres, mes relations avec les autres, et que comme ça, que je peux opérer ma propre transition personnelle et collective avec ma famille. Et il y a un autre
une chose qui est importante, c'est de ne pas rester seul. Je pense qu'il faut s'entourer de gens qui sont comme nous, des gens qui sont aussi dans la même dynamique et de s'insérer dans des projets alternatifs comme il y en a de plus en plus partout. Et ces projets-là, il faut s'y insérer, s'y intégrer et dans lesquels il y a énormément déjà de solutions et de gens qui ont déjà réfléchi à comment faire. Voilà. Je te vois plus, Florence, par contre. Florence, tu m'entends? Allô? Ça a coupé ou est-ce que je suis encore là, moi? Qu'est-ce que je fais? C'est reparti. Ah, c'est reparti? Ça y est? Oui. Donc, du coup, tu avais fini, hein? Oui, bah oui. Je sais pas si on m'a entendu jusqu'au bout, mais oui. Donc, du coup, pour reprendre un petit peu tout ce que tu as dit, et puis pour conclure un petit peu, il nous reste 10 minutes, n'hésitez pas à poser, on m'a perdu, mais on m'a retrouvé. N'hésitez pas à me poser les dernières questions. J'ai vu quelques questions sur la permaculture, je suis désolée, mais on va se concentrer sur... donc demain, il y aura une autre session qui présentera le projet Inaya avec Antoine et Khadija. Et donc, du coup, on reparlera de permaculture à ce moment-là. Il y a une autre question sur donc quel est ton constat de la communauté entre les débuts et maintenant par rapport à tout ce qui s'est passé. Je trouve que ça rejoint un petit peu ton commentaire du début en disant que c'était le fait d'avoir été dans des mosquées où il n'y avait pas eu de prêche sur l'écologie, etc., qui t'avait un petit peu posé question au début de la conversion, et puis avec le temps. Moi, je pense, je partage aussi ça, ce qui m'avait réellement interpellée, de ne pas sentir cette présence. Et donc, on a quand même ce constat de dire que la mosquée est une représentation réelle, aussi bien pour les enfants que pour les parents, de l'image de l'islam, de comment est-ce qu'on pratique l'islam, des grandes valeurs importantes de l'islam, et que lorsqu'une mosquée est sensibilisée à l'écologie, c'est toute une communauté qui est sensibilisée à l'écologie. Donc, pour toi, quel est ton constat par rapport à tes débuts et à maintenant, du point de vue de la communauté? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui ont bougé? Oui, ça bouge parce que il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au sujet et qui se posent des questions, notamment en ce moment. C'est vraiment une bonne période pour s'intéresser à ces questionnements-là, puisque effectivement le confinement plus la venue de ce corona, de ce cher corona, nous fait remettre en question plein de choses dans nos vies et nos modes de vie. Et mais dans la communauté, c'est lent. C'est lent. Je trouve que c'est très lent. Il y a encore très peu d'instances qui en parlent. Même si je prends l'exemple des instituts, il y en a certains qui font des initiatives et puis ça dure pas forcément très longtemps, ou ça c'est pas forcément inscrit dans leurs priorités. Ce que je regrette d'ailleurs, mais je crois que les choses viennent en leur temps. Donc j'ai confiance et je pense que ça viendra. Il faut éveiller les consciences petit à petit, et surtout que les personnes qui sont en premier plan, qui souhaitent être en premier plan, qu'ils transmettent ces convictions-là pleinement. Donner plus la parole. Oui. Donner quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Donner plus la parole, peut-être, ou mettre plus en lumière. J'entends qu'on te réclame, Johanna. Oui. Ouais, c'était. Ouais. Faut faire les choses chacun à son temps. Alors, l'initiative, alors je suis désolée, je te pose des questions rapidement parce que je sais qu'il faut que tu y ailles. L'initiative FITRA Survie a été développée, point d'interrogation. Et on va peut-être finir sur... Point d'interrogation? Non, pardon, c'était... est-ce que l'initiative FITRA Survie a été développée?
a été développé. Alors, Fitra Survie, juste savoir, c'est la troisième activité dont je m'occupe avec Abdelali Bagheza, et qui vient lui de son cheminement à lui. Ça fait entre 10 ou 15 ans, je ne sais plus, qu'il organise des stages survie dans le Morvan, avec un départ de Château-Chinon. Et parce que la survie, je pense que c'était le prolongement du scoutisme adapté aux adultes. Et donc, on organise des stages survie sur 3 niveaux, du plus facile au plus, avec plus de difficultés. Et d'ailleurs, en ce moment, il vient de mettre en ligne une formation sur survivre au confinement, que normalement Chemsi a dû mettre le lien, dont le premier module en 10 étapes est gratuit. Donc, je vous invite vraiment à aller cliquer et aller vous abonner et voir un peu tout ce qu'il propose comme piste de réflexion sur ces notions de survie. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce sont des notions en fait qui sont vues avec le prisme aussi collectif, pas que souvent on a l'idée du survivalisme qui est un peu on va dans la forêt avec le fusil et on reste tout seul dans notre cabane d'ours avec les ours. c'est pas ça le survivalisme. Et d'ailleurs, il approche aussi la question dans le milieu urbain. Donc il y a aussi tout l'aspect collectif qui est pris en compte. C'est intéressant. Donc voilà. Mais bien sûr, c'est un projet qui a vocation à se développer parce qu'il y a une demande et qu'on a besoin de réassimiler ces notions d'essentiel de survie dans notre première maison qui est la nature. Il ne faut pas l'oublier. Merci à toi pour ce long moment. En récapitulation, on peut dire faire un gros récap de tout ce qui a été dit. On peut dire qu'au niveau des systèmes éducatifs, il y a la nature, en fait, tout simplement. C'est l'un des meilleurs outils de réflexion, de sensibilisation, de contemplation, de joie et de bonne humeur. La contemplation donc, indispensable parce que c'est un point très important, la contemplation. Et d'ailleurs, elle trouve son pendant dans la permaculture par l'observation, qui est la première chose qu'on apprend en permaculture, c'est à observer. Et pour moi, je fais le lien avec la contemplation parce que réellement, c'est par là qu'on arrive à se rapprocher du vivant, que le vivant nous parle, se mettre en mode Mirador. Je vais bientôt publier un article sur le mode Mirador. C'est-à-dire, je me mets sur un Mirador et j'observe ma vie, j'observe la nature et s'observer soi aussi, c'est très important pour se reconnecter à soi, à nos propres besoins, à qu'est-ce qu'on fait dans ce monde. Il y a plein de choses à observer dans nos vies qu'on ne fait pas parce qu'on vit nos vies sans les observer, sans le contenant, voilà, parce qu'on nous l'impose par un conformisme. Il faut métro boulot dodo, voilà, et qu'on doit réapprendre aussi à observer nos propres ressentis, nos propres émotions, les autres. Nos interrelations avec les autres. Et la nature, pour ça, est un modèle, en fait. Donc, on observe la nature, on observe les enfants, on observe tous les systèmes de communication entre nous, on observe tout ça, on initie ses enfants au scoutisme, à la permaculture, et puis aussi à aller de l'avant par eux-mêmes et à nous expliquer certaines choses. Pourquoi pas ne pas inverser aussi les systèmes d'enseignement. Donc voilà, se reconnecter un petit peu à tout ça, laisser un peu libre ses enfants et voir ce qu'ils découvrent. Oui, lâcher prise. Et lâcher prise aussi, réapprendre la liberté. La notion de liberté est une notion qu'il faut remettre dans nos vies. La liberté de penser, la liberté d'être, la liberté de réfléchir, le sens de l'autocritique. Tout ça participe à retrouver le bon sens et le discernement. On a tout en soi. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de... On a tout externalisé. C'est comme la mondialisation. On a mondialisé notre propre personne. Non, mais c'est vrai, on a vraiment externalisé énormément de choses alors qu'on a tout en soi et qu'il faut aller rechercher au profond de soi. Et ça, c'est complètement en lien avec la foi. Retrouver Dieu en soi et autour de soi et observer, voir
Il y a tout un cheminement aussi personnel, c'est pas qu'un cheminement matériel où il faut que je me mette à trier mes déchets, à manger bio. Je me refuse à rentrer dans ces polémiques-là parce que je pense beaucoup plus à sensibiliser les gens, à trouver leur bon sens. Voilà. Si tu as envie de manger bio parce que tu sens que c'est bon pour toi, vas-y. Et si tu préfères aller acheter un petit producteur à côté qui n'est pas bio mais qui est local, il est juste à côté de toi et tu sais que même si ces pommes elles sont pas forcément top, mais elles viennent pas du Pérou parce que parfois elles sont bio mais elles viennent du Pérou. Et ben voilà, trouve ton bon sens, réapprends à te questionner, à prendre le temps. Tout ça, ça va avec le temps. Refaire du temps notre allié, parce que pour observer, méditer, contempler, on a besoin de temps. Le temps. Merci Johanna pour ton temps. Et merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. Et on se retrouve à 16h pour un live avec Antoine et Kadidia qui nous raconteront leur tour du monde. Donc leur Hajj écologique aussi, donc leur tour du monde qui découlera sur un grand projet dont ils vous parleront. Très bien, merci à vous et merci à tous ceux qui ont été là et je suis disponible en BMP s'il y a d'autres questions, sans problème. Et Johanna reste disponible. Oui. Très bel après-midi, on se retrouve à 16h. Salam alaikum.